commence à comprendre pourquoi je suis le dernier pour parler, juste après Gilles, et après la dernière intervention. Donc, si on parle de discussion, si on parle d'enjeux à l'ethnologie, à l'ethnographie, en fait, la criminologie, c'est une des disciplines, en fait, où la manque des pensées que j'ai vues les derniers trois jours est flagrant. Donc, je suis l'exemple parfait de ça. Alors, comme dernière personne pour parler dans ce programme sur l'immersion, corps, réflexivité, en fait, je suis ni ethnographe, je n'ai jamais fait d'ethnographie. J'aime bien, je m'inspire beaucoup de l'ethnographie. Je ne fais pas beaucoup de réflexivité dans mes recherches, mais je suis toujours sensible à la question, puis je vous explique pourquoi après. Pourquoi c'est devenu comme ça, en fait, on ne va pas changer le passé. Alors, après 3 jours, je deviens plus sensible à tous les questionnements que vous posez. Mais j'ai d'autres contraintes, d'autres défis que je dois confronter avant que j'arrive à ça. Mais j'ai l'impression qu'à la fin, on peut avoir une discussion sur est-ce que je peux mettre à côté les contraintes que je confronte depuis plusieurs années et de le remplacer avec les démarches que j'ai vues dans vos recherches les derniers jours. Donc, voilà. Je commence avec la criminologie parce que il y a plusieurs personnes qui me croisaient et qui me disaient, mais voilà, les criminologues, vous ne travaillez pas sur les comportements, sur les individus, vous travaillez sur les syndicats. Je ne fais pas du CSR. C'est bon? Alors, le criminologue, avant tout, c'est un praticien. C'est la personne qui fait l'intervention. Je travaille dans une école de criminologie. À la base, j'ai une formation en sociologie. J'ai une maîtrise en criminologie, j'ai un doctorat en criminologie. Mais je ne suis pas déterminant. Donc, en gros, mes collègues cliniciens me diront en fait que je ne sers à rien. D'accord? Donc, je suis moins fondamental que vous, mais trop fondamental pour eux. Et ce croisement, ces ambiguïtés, en fait, ça me représente dans tous les sens. En fait. Je suis l'Italien au Québec, je suis le Québécois canadien en Italie. Je suis le positiviste parmi les constructivistes, et le constructiviste parmi les positivistes. Donc, je suis nulle part, mais je viens le voir comme je suis partout. D'accord? Donc, voilà ma déclaration d'identité, c'est comme ça qu'on dit. Il y a d'autres éléments autour de mon identité, en fait, que peut-être je vais partager avec vous dans la présentation. Mais, pour commencer, en fait, il y a ce questionnement, en fait, la criminologie, c'est une discipline très, très drôle, en fait, très, très rigolo, parce que je ne connais pas la discipline dans laquelle la criminologie, en fait, la plupart des chercheurs en criminologie n'ont jamais touché, confronté, n'ont jamais eu d'interaction avec un délinquant. Donc, en gros, on travaille souvent avec une grande distance. Si on fait des sondages, ils préfèrent aller dans des écoles pour parler avec des jeunes qui fument des cigarettes, qui font la déliance très de base, en fait, au lieu de rentrer dans une prison ou de rentrer dans un gang. Il y a des exceptions, c'est sûr, je vais vous les présenter. Mais quand je parle de la majorité, le mainstream de la criminologie, c'est ça. Une des raisons, en fait, c'est parce que tout le monde présume que l'accès au milieu criminel est quasi impossible. Et ça, c'est pas du tout le cas, en fait. Il y a un chercheur qui s'appelle William Chambliss, qui est décédé il y a un mois ou 2 mois. C'était quelqu'un qui a marqué, je n'avais rencontré aucune interaction de corps, en fait, mais ça reste que c'est quelqu'un qui a un impact dans ma vie qui est incroyable. En gros, il présentait des études très très jeunes dans lesquelles il dit, mais voilà, en gros, si tu veux faire enquête, fais enquête. Et il faut juste que tu pars dans la rue, il faut juste que tu fréquentes les bars, fréquentes les endroits, les lieux de convergence qui sont les plus criminogènes, si on veut. Et tu vas le trouver. Donc, en bon anglais, il dit, the researcher has to get off his ass. Okay? Donc, en gros, c'était ça l'idée. Et la beauté de quelqu'un comme Chambliss, c'était que lui, en fait, son premier terrain exhaustif, son propre thèse de doctorat, il a fait en jouant aux cartes dans les bars, les clubs de Seattle, dans lesquels il jouait avec les gangsters. Il jouait avec des politiciens qui jouaient avec les gangsters. Et qu'est-ce qu'il a trouvé? Il a trouvé cette symbiose entre le crime organisé et les politiciens. Quelque chose qui est très flagrant aujourd'hui. Mais lui, il l'a trouvé en jouant aux cartes. Alors, imagine-moi que j'ai passé mon adolescence
en jouant aux cartes avec les mêmes personnes. Et j'arrive, même avant que j'étais chercheur, j'avais cette expérience, et j'arrive comme chercheur, je lis quelqu'un comme Chambliss, qui me dit, mais joue aux cartes, en fait, voilà l'accès que ça donne à un certain milieu. Mais finalement, je dis, c'est bon, en fait, je peux utiliser l'expérience que j'ai vécue comme adolescent et de le construire avec des concepts, avec la connaissance qu'on a des gens dans la criminologie pour certains milieux, et développer une thèse autour de ça. Alors, c'est arrivé au point que quand j'ai défendu ma thèse à 30 ans, il y avait mon cousin que j'ai passé ma vie avec, qui était là avec moi dans ces années d'adolescence. Il était présent dans ma soutenance, et il y avait tout le monde qui me posait des questions. Donc, c'est une soutenance, une thèse de doctorat sur comment cultiver, comment maintenir un réseau de criminels pour avoir une certaine réussite dans le crime, c'est-à-dire pour avoir une endurance, au lieu de terminer dans un an, 2 ans, d'avoir une belle carrière dans le crime. Alors, lui, il écoutait tout ça, puis à la fin de la soutenance, j'ai passé, voilà, j'ai eu les grades, etc. Et lui, il est venu me voir et il me dit, mais on savait déjà ça à 16 ans. Je l'ai regardé, je dis, oui, je sais, mais eux, ils ne savaient pas. Donc, en gros, en fait, cette immersion, en vous attendant, en vous écoutant parler, en fait, je l'ai eu comme une novice, naturellement, en fait, puis plus tard, en fait, j'ai continué à partir avec ça. La chose qui m'a sensibilisé les derniers jours, c'était que je peux refaire différents d'autres terrains, en fait, puis je vois déjà, en fait, la façon que je pousse mes propres étudiants pour réfléchir sur leurs questions, leur place. Le fait qu'avec un étudiant en doctorat, de leur dire, en fait, il y a votre objet de recherche, mais la chose qui sera le plus importante à travers votre doctorat, en fait, c'est la compréhension de vous-même à la fin de tout ça, de votre parcours, en fait. Si vous avez terminé votre doctorat et vous avez juste une connaissance des facteurs qui prédisent l'agression sexuelle, mais en gros, vous avez manqué d'autres choses dans le doctorat, en fait. Il y a d'autres choses qui sont plus en profondeur, qui va vous donner un élan qui va plus loin. Donc voilà. Alors, l'accessibilité du milieu criminel, moi, j'ai jamais eu de problème. C'est pas parce que j'ai vécu comme j'ai, en fait, mais c'est parce que j'essaie. J'ose. Et en osant, en fait, on trouve beaucoup de choses. Donc, j'ai vu quelques présentations les derniers jours qui touchent des milieux qui concernent la criminologie. Donc, je ne suis pas seul, en fait. Je vais vous présenter. La criminologie, il y a une autre chose qui est très particulière. On a un vouloir de tout contrôler. Donc, si c'est dans le contexte, on veut prévenir le crime, on veut guérir le criminel, on veut contrôler, on veut éradiquer le crime organisé, les paros d'héroïne en Afghanistan. Il y a toujours en fait, c'est une discipline qui est bâtie pour éliminer son objet d'étude. D'accord? Alors, moi, c'était quelque chose que je n'ai jamais embrassé, en fait. J'ai trouvé ça un peu ridicule. J'ai trouvé que c'était bourré de jugement. Donc, en gros, quand j'ai commencé comme en sociologie, j'ai croisé un professeur qui s'appelle Pierre Tremblay, qui est devenu mon directeur de thèse plus tard, en fait, en criminologie. Et Pierre, c'était quelqu'un qui me laissait aller. Donc, en gros, il y avait le fait que quand j'avais un travail à faire dans son cours de crime, de crime, à McGill, à l'Université de McGill, et, en fait, je faisais une étude sur quelqu'un que je connaissais. Donc, je faisais sa biographie criminelle, je le comparais avec son frère qui était ambulancier, pour voir, en fait, en termes de revenus, est-ce que tu t'en sors pas mal comparé à ton frère. Alors, c'était des trucs comme ça, des petites enquêtes que je faisais quand j'étais un étudiant de baccalauréat. Et finalement, Pierre m'a demandé, est-ce que tu peux arriver avec ton ami à la cour, durant le cours? Certainement, donc, mon ami venait, puis il parlait avec tout le monde, puis ça se partageait. Et finalement, tout le monde voyait cette possibilité. La beauté de Pierre, en fait, c'est qu'il me laissait aller, dans le sens que il me laissait faire qu'est-ce que moi je pensais de la criminologie, qu'en gros, en fait, que j'appelle en fait mes guides criminels. C'est-à-dire quand j'ai fait quelque chose et je publie quelque chose, et vous lisez, en fait, en gros, je vous explique mais comment faire tel qu'il est. Comment mieux faire tel qu'il est. D'accord? Donc, vous pouvez comprendre dans un contexte d'une discipline où tout le monde veut contrôler. Et moi, j'allais plus avec des chroniques et des analyses qui expliquent mais comment réussir mieux, comment augmenter tes revenus, comment éviter l'arrestation, comment éviter l'incarcération. Mais finalement, il dit, mais qu'est-ce que vous faites? Je dis, mais je fais qu'est-ce que je sais pas faire, en fait. C'est ça que je fais. D'accord? Et donc, j'ai beaucoup de croisements, mais en même temps, j'ai tombé sur une communauté de sociologues, criminologues, psychologues, des fois,
qui ont le même data, en fait. Donc, on a peut-être une trentaine, quarantaine, cinquantaine, de plus en plus, commencent à avoir une belle influence, en fait. Des personnes qui travaillent sur la même chose. OK? Alors, Miguel, je n'ai pas les mêmes codes, les mêmes repères que vous. Alors, moi, quand j'observe une situation, un scénario, en fait, je regarde les relations. Je suis un type de réseau, en fait. Je suis une analyse de réseau avant tout. Okay? Alors, vous avez d'autres regards. En fait, je remarquais que je n'ai vraiment pas les mêmes regards que vous. Alors, à ce moment, en fait, je voulais voir, en fait, qu'est-ce que je peux apprendre de vous pour rentrer plus le physique moi-même dans mes recherches, peut être plus conscient, au-delà du niveau que je suis déjà conscient. Okay? Le problème, c'est que pour faire mes recherches, le fait que les milieux sont accessibles, mais pas facilement accessibles, donc en gros, j'ai investi plus dans une créativité que j'appelle, en fait, je ne suis pas le seul, en fait, c'est du anything goes. Donc en gros, n'importe quoi qui me donne un regard sur un milieu qui est clandestin, qui n'est pas conventionnel, je prends. Donc à ça, moi, j'arrive avec des choses comme ça. Okay? Ça c'est la biographie relationnelle d'un type qui s'appelle Samy Gravano. Okay? En gros, c'est 30 ans de sa carrière. En fait, puis voilà les personnes clés qui lui ont permis d'augmenter dans la Cosa Nostra new-yorkaise par différentes promotions. Et ça, c'est l'image, en fait, qui m'a permis d'écrire, d'avoir un bel élan pour comprendre sa vie et de comprendre une certaine endurance dans un milieu criminel. Ça, c'est le réseau d'exportateurs de véhicules volés au Québec. Okay? Ça, j'utilise les données policières. Donc, en gros, je prends les écoutes électroniques de la police, qu'eux, ils amassent toutes sortes de données, puis ils regardent, en fait, ils cherchent des conversations juicy, des conversations très parlantes. Et après ça, il y a 200 000 appels qui vont laisser à côté. Puis ils vont dire ça, on n'a pas besoin parce qu'on a trouvé la chose. Alors, moi, j'arrive à la fin, je dis, mais est-ce que vous avez terminé avec vos données, en fait? Donc, je les prends, puis je commence à faire mes réseaux avec ça. Puis j'arrive avec des trucs comme ça, pour finalement confronter la façon que la police interprète leur milieu criminel. On fait la même chose, ça, c'est le réseau des Hells Angels, okay? Des moteurs criminalisés. Donc, c'est tout le monde qui est en noir, en fait, c'est nos Hells Angels. Tout le monde qui est autour, c'est des participants autour des Hells Angels, mais qui ne sont pas membres, mais qui font partie de toutes les activités de drogue autour. Okay? La belle chose ici, en fait, c'est tout le monde qui est plus gros, c'est la centralité du réseau, donc les joaquins. Donc, à ce moment, la personne qui est le plus importante ici, c'est la personne qui est là, qui est à l'extérieur. Donc, c'est un non-membre. Et ça, c'est génial quand vous travaillez avec la police pour dire, mais voilà, en fait, votre site, c'est fait comme une cible à l'extérieur, en fait, parce que ça, c'est leur cible. Donc, dans le milieu, c'était le bullseye, ils voulaient ces gens-là. C'était les plus, dans l'hierarchie des Hells Angels, c'était les plus élevés. Je disais, non, arrêtez de toujours couper des têtes. Vous coupez des têtes, il y a toujours 5 autres têtes qui ressortent, en fait. Donc, ils avaient cette idée devant eux, puis ils ne savaient pas quoi faire. Et finalement, la démonstration, c'est comme, lui, c'est quelqu'un. Donc, j'ai jamais partagé cette équipe parce que je ne veux pas le contrôler. J'ai dit, mais votre problème est ailleurs. Donc, si vous avez compris, très bien. Si vous n'avez pas compris, ben ça, je vais faire une autre enquête. Okay? Je fais beaucoup de choses comme ça. Alors, Bernard, je ne sais pas qu'est-ce que tu vas me faire. Mais toi, tu vois ça comme une réduction. Je vois la réduction aussi. Non? Moi, je vois l'expression ici. Moi, je vois l'expression, en fait, d'un sondage de 350 personnes qui parlent dans un synchronisme, en fait, dans le même sens. Okay? Et je me demande, en fait, ça c'est une question que je veux soulever à la fin. Okay? Je sais qu'il y a quelques études, quelques essais, en fait, qui mettent en lien la réflexivité avec les méthodes quantitatives. Mais je peux vous dire, en fait, que autant qu'au niveau de transformation de corps, autant d'immersion, comme vous faites, en fait, c'est pas du tout la même chose. Mais moi, quand je travaille avec ces données, en fait, je danse avec mes données. Je suis en interaction constante. Je n'ai pas une approche hypothétique-inductive, en fait. J'ai une approche complètement inductive dans laquelle je me lance puis je cherche des patterns qui m'amènent à un autre, qui m'amènent à un autre. Et la plupart d'entre nous qui travaillent sur ça, en fait, on le fait comme ça. Donc, toutes ces expressions de négatives, en fait, en moi, ou quoi, ça, c'est des choses que, pour moi, c'est un travail intense. C'est pas simplement faire des sondages, on teste l'hypothèse, puis voilà, on passe à d'autres choses. Ça, c'est un travail de 1 mois, 2 mois, de vraiment de baigner dans ces données, en fait, comme il faut. Pour moi, c'est une immersion. Alors, je comprends que ce n'est pas une immersion dans le même sens, mais je suis curieux pour voir, en fait, à quel point on peut
l'aborder comme tel. Donc, si vous êtes ouvert, je vais être ouvert aussi. OK. Je vous donne un exemple, en fait, d'un projet échoué, en fait, qui, je pense, qui s'approche beaucoup plus de vous. Je ne sais pas si vous connaissez un auteur qui s'appelle Nick Tosh. Nick Tosh, en fait, si vous ne le connaissez pas, il faut acheter tout ce qu'il fait. Okay, c'est à la fois un biographe, un documentaliste, un romancier, mais il y a une edge, okay, une manière très personnelle, en fait, d'écrire qui est incroyable. Alors, c'est un de mes auteurs fétiches qui a écrit un livre qui s'appelle The Last Opium Den. Donc, dans The Last Opium Den, en fait, c'est un livre dans lequel, c'est un petit bouquin, dans lequel il pose, en fait, il s'exclame, il dit « I want to smoke opium. I want to smoke opium at an opium den. » Donc, lui, c'est pas l'héroïne qu'il veut. Lui, il veut du opium, mais il veut le faire dans la manière classique. Et puis, son problème pour Nick, c'est qu'il doit voyager au travers le monde en cherchant cet opium den. Comment est-ce qu'on dit den? Comment est-ce qu'on dit un opium den? La place où on allait fumer, que ça existait sur le film. J'imagine qu'elle n'a pas en Montpellier. Mais je pense qu'il a trouvé à la fin dans un petit endroit en Thaïlande. Et c'était la place, en fait. Mais il a circulé au travers le monde en cherchant ça. La fumerie. Ouais. En plein temps, ils appellent ça la fumerie. La fumerie. D'accord. Bon, mais ça, pas de fumerie comme un cigare. Donc, en gros, il parle avec ça, en fait. Puis moi, j'avais la même question. Je dis, mais je veux un arme à feu. Mais je veux un arme à feu illicite. Okay? Le problème, c'est que je savais qu'il procurait une arme à feu illicite à Montréal. Donc, pour moi, ce n'était pas une enquête qui était intéressante, mais je voulais tester le marché, je voulais tester les lois du contrôle des armes à feu au Canada, dans le contexte québécois. Et je voulais savoir, en fait, que moi, c'est sûr que je peux le trouver, je sais, mes cousins, mes amis, n'importe qui, je peux aller, je vais trouver mon arme comme ça. Mais je ne suis pas la personne pour tester ces lois. Les personnes qui sont pour tester ces lois sont des novices. A priori, les gens qui n'ont aucune connaissance. Donc, finalement, j'ai commencé à réfléchir sur ça dans mes séminaires de maîtrise. Et j'avais 10 étudiants à la fin qui sont venus me voir pour me dire nous ne savons pas où trouver un arme à feu illicite, on aimerait bien faire l'enquête. Okay? Donc, en gros, j'ai créé un petit projet qui s'appelle 100 armes dans une semaine. Puis le but, c'était ça, de prendre ces 10 personnes, novices, aucune idée, en fait, puis de les lancer dans les rues de Montréal, et de dire vous avez une semaine maintenant pour trouver 100 armes. Il faut les acheter n'importe comment. Puis à ce moment, je veux que vous documentez la première fois, ça va être la plus difficile. Et après ça, vous faites comme vous voulez pour acheter d'autres. Ça veut dire que tu peux les tourner. La première fois, finalement, tu trouves le bar qui vendent, mais tu peux les tourner au même bar. Et si tu t'achètes 10, un après l'autre, c'est très bien. Tu accumules ton expérience, ta connaissance. Okay? Le problème, c'est que j'avais besoin d'argent pour acheter ces armes. Donc, j'ai fait mon projet, j'ai fait un petit demande, j'étais prof il y a 10 ans. Maintenant, je peux faire la recherche. Il y a 10 ans, je n'avais pas mes fonds de recherche encore, pas autant. J'avais besoin de 10 000 $, j'avais estimé pour le faire. Et finalement, j'ai demandé à l'université, à la faculté, est-ce que vous pouvez m'emprunter 10 000 $, je vais vous payer un jour, en fait, puis voilà, je vais vous rembourser. Ils m'ont demandé pourquoi, donc j'ai expliqué, tout expliqué. Puis à ce moment, toutes les questions d'éthique, danger, puis voilà, sorties, mais Carlo, tu ne peux pas faire ça. Ça se fait pas, en fait. Tu ne peux pas mettre des étudiants dans les rues pour acheter ça. Ils disent, non, ça va. Tu me donnes un autre 5 000 $, on va payer un avocat pour être sûr qu'ils sont protégés. Puis en plus, je vais avertir des policiers pour qu'ils soient au courant. Juste 2-3 policiers qui sont au courant qu'il y a une enquête qui se fait. Que s'il y a quelqu'un qui se fait arrêter, mais à ce moment, au moins il y a quelqu'un dans les autorités qui peut les aider. Donc, ça n'a pas fonctionné. Et après ça, j'ai poussé plus. Je dis, mais attends, les 100 armes, je vais les mettre dans un coffre. Et je vais les donner à la police après. Ça veut dire qu'il y a un bénéfice qu'on va sortir 100 armes à feu les sites du marché. Non, donc ça n'a pas fonctionné. Alors, c'est une des rares fois que j'ai un projet en tête pour pénétrer un milieu, moi-même ou avec un groupe d'assistants ou de chercheurs, qui n'a pas fonctionné. Tous les autres fois, ça allait assez bien. Okay? Donc, autant que ce n'est pas un problème c'est un problème d'envoyer des novices pour acheter des armes à feu, ce n'était pas un problème pour entrer dans les prisons ou à l'extérieur des prisons pour faire un sondage auprès des personnes qui ont déjà eu des armes à feu illicites, puis à ce moment, tu fais une analyse rétrospective. Alors, j'ai perdu mon petit design expérimental, mais en même temps, j'ai gagné un peu plus en volume parce que j'ai réussi de sonder 300 personnes environ, qui nous expliquent en fait comment ça se passe.
c'est moins sexy comme démarche, mais ça va en fait. Donc voilà la criminologie, voilà à quoi on se confronte constamment. Alors j'ai posé la question à quelqu'un hier, en fait, je pense que c'était Anne. Est-ce que ça arrive souvent en fait que vous êtes refusé dans votre règle? Puis la réponse était non, pas vraiment. Il y a des défis institutionnels, etc. Nous, c'est constant. Donc il faut être persistant. Et depuis une dizaine d'années, avec nos comités d'éthique qui sont plus forts, parce que dans les années 90, au début des années 2000, c'était carte blanche. On pouvait faire n'importe quoi, en fait, on n'avait pas nécessairement le même contrôle. Puis je vous présente des études des années 50, 60 qui faisaient ça aussi. Puis aujourd'hui, c'est presque impossible de le faire. Okay? Donc, je commence avec le gourou de tout le monde, en fait. Il s'appelle Sutherland. Edmund Sutherland, c'est qui, en fait? C'est le papa de la sociologie criminelle nord-américaine. D'accord? Donc, c'est lui qui a écrit The Book. Okay? Le livre, en fait, c'est Sutherland. Il a écrit un autre livre qui s'appelle The Professional Thief. C'est en français, en fait, c'est le voleur professionnel. C'est publié en français. Et ça, c'est génial, en fait, parce que la théorie de Sutherland, c'est, mais avant tout, en fait, il faut avoir un regard favorable du crime pour être une bonne criminologue. Ça, c'est avant que le contrôle a pris une dominance dans la criminologie. Donc, le début de la criminologie, c'est vraiment, en fait, ce regard favorable, sans jugement de valeur, en fait, par rapport les activités, par rapport... Donc, c'était vraiment une ouverture. Donc, lui, il a travaillé sur des cas d'agression sexuelle, sur qu'on appelle le crime de col blanc, ou criminalité économique aujourd'hui. Mais le voleur professionnel, c'était génial, parce que qu'est-ce qu'il a fait? Il y avait un voleur qu'il connaissait très bien, qui s'appelle Chick Conwell. Et avec Chick, ils ont écrit un livre ensemble. Donc, Chick, en gros, qu'est-ce qu'il a fait? Il a écrit son guide. Il dit, mais voilà, en gros, qu'est-ce que ça prend pour être un voleur professionnel? Pas n'importe quel voleur, un voleur professionnel. Ça veut dire que tu peux maintenir ta carrière, en fait. Tu peux faire quelque chose avec ça. Et avec ça, en fait, donc, il y avait la chronique de Chick, que Sutherland écrivait avec lui. Puis après ça, il présentait à d'autres voleurs qu'il connaissait pour dire, est-ce que vous pouvez valider, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est bon? Donc, en gros, en fait, il a fait un travail c'est quoi en fait? C'est l'accord entre juges, en fait. Il est allé vérifier en fait les expériences personnelles de l'individu et la mélanger avec d'autres personnes en fait qui le confirmaient ou pas, qui le contestaient. Il y avait, il n'est pas là, une sociologue, une sociologiste du crime, si on veut, sociologue du crime, qui s'appelle Donald Cressy, c'est un des premiers étudiants de doctorat de Sutherland qui décrivait son premier dîner chez Sutherland, dans lequel il dit, mais j'étais à la table, il y avait Sutherland, il y avait 3 voleurs, il y avait un autre collègue du département, puis voilà, on a passé une soirée mariée, en fait, on venait discuter de tout. Okay? C'est pas mal, ça. Donc, c'est une immersion, dans un certain sens, mais dans un contexte quotidien. La chose, en fait, c'est Sutherland, comme moi-même, comme la plupart des personnes que je connais, qui travaillent sur le crime. Mais ils ont une démarche de réflexivité, mais c'est jamais explicite. Donc, dans les ouvrages de Sutherland, tu ne vas jamais trouver la partie où il se pose la question de lui par rapport à son sujet. Alors, ça ne se fait pas. En fait, c'est jamais explicite. Moi, c'est la même chose. Je suis toujours dans cette réflexion, je fais attention. Je vais vous présenter quelques cas après dans lesquels c'était juste ça, mais je ne les ai jamais publiés, parce que je ne voyais pas la pertinence jusqu'au temps que j'ai passé 3 jours ici. Okay? On continue, il y avait Charles, que j'ai déjà discuté, le joueur aux cartes avec les mafieux et les politiciens. Donc, sa thèse de doctorat. Stephen Meyer, sa thèse de doctorat sur Defense. Defense, c'est le receveur, lui qui achète des produits volés et les revend. Donc, il avait fait la carrière de voleur, donc toujours une approche biographique. 30 ans plus tard, le receveur lui appelle. On parle d'un retour au terrain, en fait. Le voleur qui l'appelle, le receveur qui l'appelle pour dire « Je suis en train de mourir, j'aimerais bien terminer ma carrière avec un autre chronique avec toi. » Il a fait un autre livre qui s'appelle « Confessions of a Time Thief ». Et à ce moment, tu es capable de voir, en fait, presque dans un sens longitudinal, en fait, les perceptions, l'aperçu, l'expérience de ce monsieur, en fait, Sam Goodman, au début de sa carrière, dans le milieu de sa carrière et à la fin. Et tu vois vraiment le changement, mais pas sur le crime, plus sur les gens, comment traiter les gens. Mais la question de crime, c'était toujours ça. Puis ça va, en fait, on continue. C'est ça mon business, c'est ça mes affaires. Mais par rapport aux individus, il est devenu moins violent,
un peu plus tolérant. Donc, il y avait un changement, en fait. Il est un peu plus sage. Chauffeur, lui, en fait, tu vois explicitement un côté d'immersion, de réflexivité dans sa recherche. Parce que c'est quelqu'un qui se décrit comme, voilà, en fait, je suis un produit du milieu de classe ouvrière. Et en fait, c'est le seul parmi tout le monde qui parle de bon Dieu. Et ça, c'est rare, hein, dans la criminologie anglo-saxonne. En fait, bon Dieu, c'est pas le débat de tout le monde, en fait. Alors, Chauffeur, c'est quelqu'un qui part avec ça, puis il fait un regard sur le capital culturel des voleurs et des fraudeurs qui lui a entouré pour une période d'à peu près 1 an et demi. Jack Katz qui n'a jamais croisé, qui n'a jamais eu une interaction avec un délinquant d'une sorte, en fait, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis toutes les biographies possibles, toutes les autobiographies possibles, toutes les analyses biographiques que d'autres ont faites, ils les a toutes mis ensemble pour aller chercher, en fait, pour qu'il y ait, en fait, ce qu'il appelle la phénoménologie du crime. Et ça, c'est un des livres que, quand tu lis, tu sens l'énergie de la personne, en fait, ça vibre avec son expérience personnelle, mais sans jamais avoir eu de contact. Donc, il y a d'autres façons de le faire. Ça, je me demande, en fait, je sais, dans la première journée, il y avait quelqu'un qui avait présenté avec ses trucs d'Internet. Ah, peut-être c'est pas le bon exemple. OK. Donc, il y a Adler. Patricia Adler, en fait, qui a eu le luxe pour sa thèse de doctorat. Elle est étudiante de doctorat à San Diego. Elle va louer une maison à côté de la plage. Elle habite à côté de qui? Un trafiquant de cocaïne. Imagine. Ça c'est le cadeau. Pour quelqu'un dans la société du crime, en fait, c'est tellement génial. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Ben voilà, elle est devenue amie avec eux, elle a commencé à faire de la fête avec eux, elle est allée voir son directeur de thèse, est-ce que je peux faire une recherche sur lui? Certainement. Et finalement, elle a passé 3 ans dans cette communauté qu'elle a trouvée par lui. Donc, une autre immersion. Okay? Et elle parle de cette phénoménologie existentielle dans sa recherche, en fait. Donc, il y a des très bons exemples, il y en a beaucoup plus, mais rarement, en fait, le côté explicite sur la réflexivité. Je dirais, en fait, les deux sont ici, les trois ici. Donc, voilà, ça. En fait, Verretège est assez intéressant parce que, en gros, en fait, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, en fait, il faisait une enquête, un sondage, et finalement, il était pris otage par une gang à Chicago, dans une bâtisse, et il est devenu assez friendly, assez ami avec eux pendant ces 2 jours d'otage. Et finalement, il les a convaincus, en fait, il a tout viré, pour dire, mais voilà, en fait, je vais faire l'enquête sur vous maintenant. Donc, il a étudié la place d'une gang dans une économie souterraine à Chicago, en fait, dans les projects, dans l'équivalent des H&M, j'imagine. Donc, il sort 3 livres avec ça. En fait, et tu vois vraiment, en fait, le chercheur qui se pose des questions vachement intéressantes que j'ai vu peut-être, j'ai entendu 1 ou 2 fois que je vais soulever plus tard. C'est la question, en fait, des objectifs d'un chercheur, des choses que lui doit faire à la fin. Et comment est-ce que ça peut jouer dans l'enquête? Le fait que on veut publier avec ça, on veut écrire quelque chose avec ça. Il y a un enjeu très, très important durant votre terrain, en fait, que quelque part, il faut sortir pour écrire. Okay? En fait, il y avait des personnes dans son terrain, en fait, qui lui moralisaient pour ça. Il me posait des questions, en fait. Philippe Bourgois, quelqu'un, c'était Yann, je pense, il avait parlé ce matin. Donc, en gros, en fait, quelqu'un qui passe 5 ans à 7 ans avec sa femme et son fils dans Spanish Island, à New York, en allant avant tout pour faire une étude sur l'économie souterraine dans l'endroit le plus pauvre des États-Unis, pour finalement comprendre que l'économie souterraine est avant tout l'économie de crack. Donc, en gros, il a fait son enquête sur les dealers de crack. Et à ce moment, c'est un travail incroyable, en fait. Un travail de réflexivité, mais pas aussi explicite que j'ai vu dans les derniers 3 jours. Donc, beaucoup plus on regarde, en fait, une interprétation théorique sur plein de questions, sur la culture de rue, le contraste avec le mainstream, la société mainstream, le sens commun. La question, en fait, de la masculinité de ces hommes d'origine portoricaine et en même temps, à quel point, en fait, il y a une misogynie, en fait, incroyable dans ce milieu. Donc, beaucoup plus que l'économie du crack, assez riche dans tous les sens. Donc, des exemples, en fait, assez forts. Voilà 2 exemples avec Patricia Adler que, personnellement, en fait, quand tu fais une enquête de telle endurance, avec tel résultat,
je dirais en fait que tu n'as rien d'autre à faire dans ta carrière. Moi, c'est pas le cas. Donc voilà. Okay. Quelqu'un de plus proche de vous, en fait, Kenzaf Saïd, qui était un étudiant de postdoc qui était venu travailler avec moi à Montréal, mais avant, il avait terminé sa thèse de doctorat à Lille. Et donc, Kenza d'origine marocaine, mais qui avait passé plusieurs années en France. Donc, quelqu'un d'une famille plutôt aisée de Rabat, qui décide de faire une étude sur la région du Rif, dans le nord du Maroc, pour voir en fait l'économie du cannabis. Donc, en gros, comment est-ce que cette économie, en fait, dans un point de vue géopolitique, peut jouer dans la vie de tout le monde, comment le roi est toujours en constante interaction avec ce potentiel de terminer, de plus tolérer cette économie ou pas, mais il ne peut pas parce qu'en gros, ça touche trop de personnes. Donc, Kenza a passé d'un village à l'autre en train de ramasser des expériences. On appelle ça une immersion. Il y a une certaine, non? Il y a une certaine réflexivité dans ça aussi. Alors, quelqu'un, en fait, que je dirais, en fait, la prochaine fois que vous faites une colloque sur ça, en fait, il faut inviter Kenza. C'est ça. Pierre Tremblay. Donc, Pierre, mon directeur, mon mentor, ami, tout possible. En 2002, quand il me voyait faire mes propres études sur les milieux criminels, sur les carrières, il voyait le côté réflexif dans mon démarche, même si ce n'était pas explicite. Alors lui, il s'est dit, mais moi, je vais le faire, mais avec un plus grand défi. Moi, je vais étudier les pédophiles. Okay? Donc, Pierre s'est immersé dans un monde de pédophilie. Et il fallait le faire. Donc, la façon qu'il a fait, il connaissait quelqu'un d'il y a plusieurs années qui était pédophile. Et il l'a appelé pour dire, mais est-ce que ça te dérange? Donc, il voulait faire un peu comme ça donnait la fête avec Chick Cromwell, que son ancien ami écrit ses expériences avec des boy lovers, en fait, donc avec des garçons. Donc, ils écrivaient ensemble. Donc, des fois, j'allais dans son bureau, puis je voyais avec le type, il était ensemble, il disait non, il faut écrire comme ça, puis voilà. Donc, il y avait un qui travaillait le contenu, l'autre qui travaillait le style, comment le communiquer. Et après, par ce même type, il a réussi de trouver toutes sortes de sites d'Internet. Free Spirit, c'était un, je me souviens, par lequel il y a tout. En fait, les pédophiles étaient toujours vus comme des loners, comme des individus qui opèrent tout seuls. Et finalement, Pierre est tombé sur une communauté des personnes qui partagent des justifications, des définitions, des sens à leurs actes. Et à ce moment, qui se nourrissent entre eux, en fait, qui rendent leur vie favorable. Et Pierre est tombé sur ça, au point que chaque vendredi soir, pour une période d'environ 1 mois ou 2, il allait dans les rencontres d'un groupe de pédophiles qui se rencontraient proche de l'église de sa maison. Et lui se trouvait là, dans cette organisation, puis il partageait tout le monde. Et après 2 mois, il est venu me voir pour me dire, je ne sais pas comment tu fais, j'en ai les cheveux bleus. Donc, à ce moment-là, je dis, mais peut-être c'est le temps que tu quittes le terrain, puis finalement, tu commences à écrire. Il a écrit un ou 2 articles en anglais et français sur qu'il appelle Boy Lovers. Okay? Mais toujours sans cette réflexivité explicite dans ses écrits. C'est intéressant. Ça va pour le temps minutes? Encore 5 minutes, ça va. Ok, je vais sauter des parties. Il n'a pas fait de livre, on a Pierre Tremblay. Sur ça, Pierre a écrit un livre qui s'appelle Le délinquant idéal. Oui, j'ai vu Ça, c'est une que. Et l'autre, en fait, c'est un livre qui s'appelle Beauvoir Jean. Et c'est sur un membre de gang, un vétéran qu'on appelle, en fait, des années 80-90, qui a été une des gangs de Montréal, en fait, qui est toujours existant. Donc, il a suivi un peu sa carrière, en fait. Ça, c'est une approche qui est beaucoup plus proche avant, en fait. Mais je vais sauter ici, en fait. OK. Bon, en termes de contraintes et obstacles, je vais terminer avec la façon qu'on évite nos contraintes, en fait. Donc, en termes d'accès, il y a quelque chose de très différent. On rentre dans une prison, moi avec un groupe de chercheurs, moi toute seule, okay, pour démarrer un terrain ou quoi. Et les gens me disent toujours, mais pourquoi est-ce que ces gens parlent avec toi? Pourquoi est-ce que le détenu veut parler avec toi? Qu'est-ce qu'il a à gagner? Il n'y a rien à gagner. Je n'ai pas le droit de lui donner une cigarette, de l'argent, un certificat de cadeau, je n'ai pas le droit. J'ai rien. Dans une prison, en fait, on est complètement coupé par ces compensations. Donc, moi, j'arrive, mais la chose que je remarquais, le fait que je ne suis pas un clinicien, qui côtoie chaque jour, le fait que je ne suis pas un expert, parce que j'arrive pas pour l'analyser dans sa vie carcérale, j'arrive pour lui poser des questions sur des activités qui précèdent
son incarcération. Donc, je veux apprendre un peu plus sur son expérience. Et ça, souvent, en fait, on arrive avec des questions sur, mais je veux comprendre, en fait, les revenus criminels. Je veux savoir comment tu gagnes ta vie, puis comment tu mélanges avec le contexte légitime, etc. Puis à ce moment, il me regarde et dit, mais pourquoi tu veux connaître ça? Je dis, mais parce que je veux comprendre. Donc, je suis ni expert, ni clinicien. Quand lui, il me regarde et dit, mais c'est bien, c'est quelque chose de nouveau, en fait. Il va passer une après-midi avec moi, quelques jours avec moi. J'arrive avec mon équipe, il commence à parler avec d'autres, etc. Puis on arrive pour pénétrer un milieu, en fait, qui est a priori pas accessible. Mais le fait qu'on arrive dans un autre rôle, dans une autre position, ça change complètement, en fait, l'interaction avec ces individus. Sur la façon que, dans nos équipes, on dit toujours comment draguer un détenu, comment draguer quelqu'un, un répondant. Okay? Tout le monde a son approche. Moi, je suis plus le type anti-autoritaire. Okay? Il faut être authentique. Donc, j'arrive, et souvent, en fait, il y a un gardien qui veut rester dans la salle avec moi puis le détenu, en fait, l'individu. Et il est là. Et ça, moi, je regarde, il dit, qu'est-ce que tu fous là? Il dit, quoi? Il dit, mais tu peux partir. Alors, l'autre, il me regarde, mais je ne le fais pas parce que je veux l'impressionner, je le fais parce qu'il n'y a pas de place. Là. Et c'est sûr, en fait, que moi, quand j'ai l'autorisation d'entrer dans les prisons, les gardiens n'ont pas le droit. Okay? Donc, déjà, avec cette interaction, le gardien part, puis il me regarde et dit, mais c'est quelqu'un d'autre ici. C'est un autre rôle, en fait, que je confronte à ce moment. Ce n'est pas les personnes qui sont mal à l'aise avec moi, qui ont besoin de ces gardiens pour être présents, pour se sentir en sécurité. Il y a d'autres, en fait, des typologies qu'on vit, en fait, quand on fait nos sondages. Je demande à tout le monde qui travaille avec moi de dire, décris-moi un peu comment tu fais. C'est quoi le rôle que tu apprends? Donc, il y a ceux qui se présentent comme the nice girl, la gentille, the nice guy, bonjour, comment ça va? Okay? Ça marche pas, ça dépend. The straight guy, comme celui qui est trop sérieux, trop bureaucratique, lui, normalement, il y a des entrevues. The wise guy, en fait, lui qui se prend trop pour moi, je connais la rue, je connais des affaires, puis voilà. Okay. On a une, en fait, qui a commencé comme une nice girl, et qui est devenue notre Lolita. Alors, Lolita, c'est qui? C'était une belle étudiante, en fait, il y a plusieurs années, qui faisait des entrevues incroyables de Mélanie. Ça a monté tellement à son ego, en fait, qu'à un certain moment, elle s'habillait comme pour une gala. Puis elle est rentrée dans les prisons. Et tranquillement, les détenus qui venaient me voir après pour me dire, mais Cabo, en fait, commence à exagérer un peu. Pas parce que c'était trop excitant, c'était simplement, il dit, mais je suis mal à l'aise, en fait. Elle est tellement jeune. Elle se comporte comme une femme, en fait, mais elle avait cette attention de tous les hommes qui le regardaient. Mais arrivé à une certaine seuil, en fait, cette regard est baissée. Donc elle a perdu sa force d'interagir avec les détenus. Il fallait qu'elle retourne à quelque chose qui était plus authentique. Donc, il y a des expériences assez impressionnantes pour voir. Rarement on écrit sur ça. Je le partage avec vous, mais rarement on écrit sur ça. Okay? On met toujours à côté jusqu'au cas qu'il y a quelqu'un qui vous demande d'écrire, en fait, comment vous arrivez pour entrer dans un milieu. Moi-même, que j'ai vécu les changements au travers des années. Quand j'avais 20 ans et j'ai commencé les premières entrevues, j'avais accès aux jeunes, je n'avais pas accès aux vieux mafieux que je voulais. Mais avec les années, c'est les vieux mafieux qui viennent me voir. Okay? Au point, en fait, et ça c'est vraiment intéressant, parce que tu peux être dans une... Il y a une immersion, en fait, dans un sondage quantitatif. Dans une prison, vous êtes une équipe qui rentre dans une prison dirigeante, vous avez le droit de circuler. Okay? Donc souvent, moi je suis en train de jouer au billard avec les détenus en attendant les autres qui arrivent. Mais avec ça, je fais mes contacts. Des fois, ça arrive, en fait, que le contenu du sondage commence à diffuser parmi les détenus. Je me souviens une fois, je suis assis, puis il y a un proxénète qui vient me voir, il s'assoit à côté de moi, puis il dit ouais. Il me vend un peu son CV, il dit je suis proxénète, j'ai gagné tel argent, je gère tel nombre de femmes, et voilà. Je lui ai dit mais pourquoi tu fais ça? Je me demande pourquoi tu ne m'as jamais demandé de participer dans le sondage. Je l'explique un peu la sélection par hasard et tout. Il dit mais finalement, si tu veux bien avec moi, je vais faire mon CV avec toi. Donc, il y a plein de façons de travailler, mais c'est une forme d'immersion, il me semble. Okay? Vous me corrigez à la fin si ce n'est pas ça. Ok, je vais juste finir avec ça. Ça va? D'accord. Donc, ça va. De déjeuner, manger avec les détenus, en fait. De ne pas quitter, de toujours manger avec eux. Des fois, tu as peur, en fait, mais après ça, tu te dis, mais s'il y a 300 personnes qui sont en train de manger la même chose, mais je vais le manger aussi. Okay? Et c'est très bon. Ils ont plein de gâteaux, en fait. Ils sont très forts sur le gâteau, ils ont plein de temps pour faire du gâteau.
Alors, la question de la femme dans une prison d'hommes. Donc, effectivement, en fait, il y a un obstacle, il y a une limite, il y a un clash. Mais c'est assez intéressant parce que la plupart des personnes avec qui je suis rentré dans les prisons, c'était des femmes. Et en partie parce que la plupart des étudiants qui travaillent avec moi sont des étudiantes. Et c'est elles qui sont formées pour ça. Et je comprends, en fait, a priori, il y a comme les premières fois, en fait, que la présence des femmes se sent dans la prison, il y a comme un mouvement, mais après, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, ça commence à calmer. Il ne faut pas oublier, en fait, qu'il y a une grande présence de femmes déjà. Les gardiennes, des fois les gestionnaires, les agents de gestion de cas. Donc, il y a une grande présence déjà de femmes, sauf que c'est une question des femmes de 20 à 25 ans, habillées comme des étudiantes, pas en uniforme. Donc, il faut faire attention, il ne faut pas faire trop le lolita, etc. Là, dans une prison de femmes, ça, j'aimerais bien avoir l'expérience, mais il n'y a personne qui me fait rentrer dans une prison de femmes. Donc, j'essaie, je pousse, mais ça ne m'arrive pas, puis un jour, je vais partager l'expérience avec vous. La distance, en fait. Il y a des choses que j'avais remarquées, souvent dans cette regard favorable du crime. Quand on commence à poser des questions qui ne sont pas nécessairement pour les contrôler, mais qu'on veut apprendre, il y a certains chercheurs, en fait, qui deviennent facilement des groupies, qui deviennent trop romantiques, en fait. Et à ce moment, c'est le temps pour les sortir, en fait. C'est going native, c'est un peu ça, en fait. C'est que tu fais, en fait, c'est que tu as perdu ton œil critique, en fait. Tu as perdu ton regard de chercheur. Et ça, je peux comprendre. Moi-même, je l'ai vécu à un certain point, en faisant certaines analyses des trafiquants de cannabis qui étaient en train de fumer autant qu'eux. Alors, il y a des choses, en fait, qui se passent dans une carrière, en fait. C'est ça. Manipulation. Et ça, en fait, je vais terminer avec ça. C'est bon? En termes de manipulation, c'est quelque chose que Venkatesh soulève dans son livre, qui est vachement intéressant. Puis j'aimerais bien voir votre expérience, en fait, parce que c'est pas nécessairement quelque chose qui est particulier à la criminologie. Ça touche tout le monde. Le fait que tout le monde ici, vous faites votre terrain. Et à la fin, vous êtes attendu, en fait, d'écrire quelque chose, de publier quelque chose. Alors, Venkatesh a eu cette expérience parce que pendant qu'il faisait son enquête de plusieurs années dans le project à Chicago, il est tombé sur une femme qui faisait l'organisation de tout le monde. Donc, c'est une femme qui était vraiment la femme de pouvoir dans le milieu. Et lui, il allait souvent pour manger chez elle, il passait beaucoup de temps avec elle. Et tranquillement, il a vu en fait qu'elle, c'était avant tout quelqu'un qui profitait pour son propre bien. Et elle se présentait toujours comme la personne qui s'occupait de tout le monde. On connaît le genre, non? Alors voilà, donc un jour, en fait, il a confronté, il a posé des questions, il dit, mais comment tu peux faire ça et te présenter comme tel? Puis elle lui a confronté directement, il dit, mais excuse-moi, Sudhir, toi, tu fais ta recherche, tu donnes l'impression que tu es complètement neutre. Il dit, mais toi, un jour, tu vas quitter. Puis, plus important, tout ce que tu fais et tout ce que tu enquêtes, mais toi aussi, tu as un certain profiteur, c'est elle qui dit pour moi, un certain profiteur quelque part, parce qu'en gros, tu fais ton enquête pour éventuellement avoir une contribution, pour avoir un impact, pour être capable de publier un livre que d'autres personnes voudraient lire, dans tes bouquins ou quoi. D'accord? Donc à ce moment, lui, il se confronte avec ça, puis c'était un des meilleurs moments de réflexivité que moi j'ai eu, où le chercheur il commence à se poser la question sur mais est-ce que je suis la personne qui m'accuse d'être, en fait? Et il revient souvent dans son livre, en fait, au moins dans Near Friday, en fait. Il revient assez souvent, en fait, autour de ça, sur la question de moi. Est-ce que je suis autant authentique et neutre dans mon travail, en fait? Puis est-ce que ces objectifs qui m'attendent dans le milieu académique, quand je quitte ce milieu, est-ce que ça joue sur tout ce que je cherche, comment je cherche? Une diffusion, en fait, qui est vraiment intéressante. Je vais continuer à provoquer ça. D'accord? Donc, j'ai plein d'autres choses, en fait, mais voilà. Alors, merci pour l'invitation. Voilà. Merci pour ce regard, pour cette expérience.